Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de notre podcast Faire École. J'ai aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Thierry Tesson, grand spécialiste de la question des cités éducatives, de la politique de la ville et des réseaux d'éducation prioritaire, ce qui sera évidemment notre thème d'aujourd'hui. Mon cher Thierry, bienvenue. Je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Voilà, donc je suis Thierry Tesson. Alors c'est vrai que je suis depuis peu en retraite, je pense qu'il faut le dire, pensionné en fait. Donc le fait est que j'ai une carrière assez, comment dire, moi je dirais banale, encore que j'ai été instituteur, Ouais. après j'ai été professeur en collège, en lycée. J'ai même enseigné à l'université, j'étais chargé de cours pendant pas mal d'années. J'ai passé plein de concours. Je suis devenu chef d'établissement, y compris d'ailleurs en éducation prioritaire, aujourd'hui on dirait REC+, dans le Val d'Oise. Après, je suis devenu inspecteur, par concours encore, et ainsi de suite. Après, j'ai eu la chance de devenir DAZN, ensuite d'intégrer un cabinet ministériel, celui du ministère de l'Éducation. Ensuite, j'ai eu la chance, alors là, vraiment un signe, de diriger un cabinet, celui de la secrétaire d'État à la politique de la ville, qui s'appelait à l'époque Fadela Marat, je garde un très bon souvenir. Et puis ensuite, j'ai repris, enfin, je suis passé d'ailleurs par le corps préfectoral, étant brièvement, je vais le dire, sous-préfet d'arrondissement. Et puis ensuite, j'ai repris mon métier d'origine, qui est celui d'IPR EVS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est établissement et vie scolaire. C'est un peu particulier. Ça n'est pas disciplinaire. Ça gère les établissements dans leur globalité. Et puis ensuite, le ministre Jean-Michel Blanquer a eu l'idée, et je l'ai trouvé plutôt bonne, de me confier le pilotage au sein de la DGESCO d'une démarche, d'une politique. Ce n'était pas un dispositif, il faut bien le dire, qui s'appelle les cités éducatives. Très bien. Et donc j'ai pris ma retraite l'année dernière. Après, effectivement, quand même, quand je regarde 47 ans dans le système éducatif, ce qui est quand même une longue route dans beaucoup d'académies, dans beaucoup de fonctions, dans beaucoup de, comment dire, de responsabilités, on va dire comme ça. Et donc, vous savez, c'est le moment, quand on prend sa retraite, de poser un regard un peu, comment dire, sur un bilan, si on peut le dire. Alors, il y a une formule que j'adore du préfet Haussmann, c'est Oui. quand il parlait, à la fin, il a écrit ses mémoires, les gens les connaissent peu, mais il faut les lire, elles sont fabuleuses. Et il dit, ce métier qui m'a donné de petits bonheurs et des grandes misères. Je trouve ça pas mal parce que ça rend humble, c'est très très bien. Bon, 47 ans au service de l'État, au service de l'éducation nationale, et tout particulièrement donc au service des politiques publiques les plus importantes, les plus fondamentales, puisqu'il s'agit de la politique de la ville et de la politique de l'éducation prioritaire. Je rappelle que 20% de nos élèves, collégiens, écoliers et collégiens, relèvent de l'éducation prioritaire, et que les enjeux de celle-ci sont évidemment fondamentaux pour la cohésion sociale et nationale, pour la transmission de nos valeurs à des populations qui en sont parfois éloignées à l'origine. Et donc les enjeux sont considérables. Donc on va entrer dans le vif du sujet tout de suite, Thierry, c'est-à-dire, bon, quel regard portes-tu sur l'état actuel de l'éducation prioritaire dans le cadre général de la politique de la ville, et notamment, il faudrait peut-être qu'on revienne sur la question de l'articulation entre ces deux politiques. Tout à fait. Évidemment, les deux sont liés. Alors, l'éducation prioritaire, avant de dire ça, je ne vais pas rentrer dans de la théorie, mais moi j'ai toujours l'habitude d'expliquer que on est, en fait, quand on fait une politique et quand on porte un regard sur une politique, je ne veux pas faire de la philosophie, mais c'est ontologique. C'est-à-dire, au fond, tous les sujets auxquels nous sommes confrontés, il y a un vrai sujet par rapport à la vérité, à la réalité d'une situation. Donc là, la vie que j'ai sur l'éducation prioritaire, c'est mon avis, évidemment, personnel, évidemment nourri d'une expérience. Mais bien évidemment, en face de cette réalité, après, il faut mettre des politiques. Et là, on rentre dans un autre sujet qui est beaucoup plus complexe. Alors, l'éducation prioritaire, moi, je l'ai accompagnée, je vais dire, tout au long de ma carrière, puisque, vous vous rendez compte, je suis rentré à l'éducation nationale en 1977. Et j'ai donc vécu personnellement comme instituteur, par exemple. J'étais dans un endroit qui n'était pas classé en éducation prioritaire, qui le sont devenus après. C'était d'ailleurs des questions qu'on ne se posait absolument pas. Il n'y a personne qui se posait la question d'avoir plus là que là. Enfin bon, il y avait des questions. Donc tout le monde sait que ça a été créé en 1981 par Savary. Quand on relit les textes fondateurs, ils sont merveilleusement écrits. Il faut avoir une idée quand même que le début des années 80, qu'on le veuille ou non, c'était une sorte d'ouverture extraordinaire, d'intelligence à tous les niveaux. Quand on lit un peu les objectifs, la manière de faire, c'était quand même d'un très très haut niveau. Et donc cette éducation prioritaire, il faut le reconnaître, c'est comment dire, une politique très importante puisqu'elle vise à atténuer en quelque sorte toutes les inégalités qu'on peut avoir au plan social. Moi, je traduis toujours ça par d'une manière extrêmement simple. C'est moins ça
que de gérer l'orientation. Parce que si, par exemple, vous amenez des moyens supplémentaires dans l'établissement en très grande difficulté, mais qu'à l'arrivée, il y a très très peu d'une classe d'âge, par exemple, qui rentre en seconde générale, pour aller vite. Et puis ensuite de passer au lycée seulement 3 ans. Et puis après obtenir le baccalauréat général. Et puis après aller dans le supérieur. Vous voyez, si à l'arrivée, vous n'avez aucun élève sur une cohorte, par exemple, de troisième, qui en profite, ça veut dire que cette politique ne sert à rien, il faut être clair. Hein, et donc ça, c'est un vrai sujet pour moi. Et quand on regarde historiquement le déroulement de l'éducation prioritaire, on voit qu'elle s'est constamment développée. Je crois que c'était 150 réseaux en 81, on doit être aux alentours de 1000 aujourd'hui, ça donne une idée quand même. Hein. Il faut toujours se méfier de ça, parce que plus vous allez élargir une politique, moi, je dis toujours, c'est comme la citoyenneté romaine sous Caracalla. Le jour où tout le monde est devenu citoyen romain, plus personne ne l'était. Et si vous êtes sur ça, deuxième élément, donc ça a constamment évolué avec des, il faut bien le reconnaître quand même, hein, des coups de volant quand c'est la droite. Alors on essaie de limiter un peu la dépense, de regarder un peu l'évaluation, d'être un peu comme ça. Puis quand on est à la gauche, eh ben là on est sur une approche ou d'ouverture, de budget, etc. Et ça, c'est quand même le constat qu'on peut faire in fine. Et ça n'a jamais été évalué. Alors, c'est un vrai sujet, ça, qui est fondamental. Mais vous savez, quand on est dans l'éducation prioritaire, quelque part, on est dans une espèce de ça peut donner le vertige. Je vous donne un exemple. Au départ, en 80, ça devait être provisoire. L'idée, c'était qu'on donnait des moyens, puis quand ça allait mieux, on les prenait, on les retirait et on les donnait ailleurs. C'est évidemment une chose qui est strictement impossible à faire aujourd'hui, que ce soit la droite ou la gauche. Quand la droite était au pouvoir, je peux vous assurer qu'elle s'est bien gardée, qu'on avait inventé les rares, etc. Les réseaux, ambition, réussite. Je peux vous assurer qu'il y avait l'idée de créer plusieurs strates, et dans les dernières strates, celles qui allaient un peu mieux, dans des quartiers gentrifiés, etc., il y avait l'idée de faire sortir l'éducation prioritaire, le label en quelque sorte. Et ben, je peux vous assurer qu'on s'est bien gardé de le faire. Et à l'arrivée, moi je suis fasciné par ça. Il y a eu un très bon rapport de la Cour des comptes en 2018 sur l'éducation prioritaire, que vous citez d'ailleurs dans votre rapport, le vous pluriel. Le fait est qu'on obtient des résultats, enfin comment dire, par exemple, aujourd'hui, il y a une obsession sur la mixité sociale. Je ne sais pas si vous avez perçu, mais dans les médias, etc., il y a l'idée comme quoi on va absolument sauver le système éducatif si on met les bourgeois avec les pauvres, les pauvres avec les bourgeois, etc. Moi qui suis un spécialiste, par exemple, de Pestalozzi ou de la comtesse Montessori, je peux vous assurer qu'il n'est jamais venu à l'idée de ces gens-là d'aller chercher des bourgeois pour les mettre dans la classe pour qu'ils réussissent. Qu'on le veuille ou non, c'était comme ça. Mais la Cour des comptes relève un point incroyable, c'est que 20%, c'est une moyenne, elle est un peu excessive, mais bon, 20% des familles, quand ils savent que les collèges, que l'école est dans un réseau d'éducation prioritaire, va tout faire pour ne pas y aller. Et après, on va mettre en place toutes sortes de dispositifs pour ramener des parents considérés comme classe sociale un peu moins en difficulté. Ça veut dire que si vous enlevez le label, de toute façon, vous pouvez avoir 20% de population en plus, donc beaucoup plus variée socialement, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs comme positif dans un établissement. Parce que la clé de l'école, c'est l'hétérogénéité. Et comme vous avez des enseignants qui veulent à tout près avoir un même type d'élèves, non, ça c'est la négation de la classe. Les collèges, c'est pareil, c'est la même chose. Donc si on fait un bilan d'éducation prioritaire, c'est beaucoup de moyens. Ils ont été calculés, c'est à la hauteur de plusieurs milliards. Et quand vous regardez les résultats, soyons clairs, ils sont extrêmement nuancés. Si vous êtes positif, optimiste, allez, moi je vais être optimiste. C'est un peu le principe du creux. Si vous l'enlevez, ça aurait peut-être été pire. Mais si on est un peu pessimiste, que je suis un peu, ça c'est l'âge, eh bien on peut dire quand même quelque part que, alors je reviens à l'idée de l'orientation, c'est quand même pas extraordinaire quand on fait le calcul. Alors peut-être qu'on abordera des questions un peu plus précises. Ça veut dire que les moyens ne sont pas tout, ça c'est banal. Ça veut dire qu'il faut probablement changer la manière de gérer, on va dire, ces réseaux. Peut-être, alors ça a été dit dans le rapport parlementaire, que je trouve d'ailleurs très bien fait de ce point de vue-là, c'est-à-dire, il faudrait peut-être un peu de durée dans certaines décisions, certaines mesures, parce que si vous les faites pendant 3 ans et puis après ça ne marche plus, c'est absurde. 2, c'est évidemment l'évaluation. Il y a un vrai sujet sur l'évaluation. C'est quand même fou de se dire, par exemple, vous vous de l'argent pour faire un dispositif au sein de l'éducation prioritaire, et à l'arrivée, si vous évaluez sérieusement, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun impact. Donc vous vous dites, mais c'est dingue, ça veut dire que ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, toutes les entreprises,
mot horrible, je n'assimile pas l'éducation nationale à les entreprises, mais enfin, il y a quand même des logiques, vous mettez de l'argent, c'est l'argent des contribuables, ça fait partie d'une politique, si elle n'a pas de résultat, c'est terrible. Après, il y a la coopération, ça va nous amener à la politique de la ville. Il faut qu'il y ait une coopération territoriale. Ça, j'ai plein de points de vue sur ça, mais bon, hein, comme j'ai dit, hein, on est dans l'autologie là. Hein, qu'est-ce qu'on perçoit exactement? Et puis quand vous proposez des choses, mais c'est valable pour tous les sujets publics, c'est que, vous savez, la France adore proposer des réformes. Vous savez, on va faire ça, on va faire ci, on va... Et puis à l'arrivée, on ne les fait pas parce que c'est impossible. C'est très difficile. Voilà, je ne veux pas être trop long. Mais... Non, mais tu as raison, tout à fait. Oui, effectivement, cette espèce de... comment dirais-je, de réflexe de tout gouvernement de réformer pour entrer dans l'histoire. Je pense que ce petit syndrome comme ça, c'était un peu ridicule, d'autant plus qu'en effet, la temporalité politique étant courte et les réformes d'éducation nationale demandant beaucoup de temps, au moins 10-15 ans pour produire des effets, ça ne peut jamais marcher. Alors, pour revenir à la question de l'éducation prioritaire, dans le rapport que tu cites, et qui est donc le rapport Carrel-Chudeau, sur Mme Carrel étant rapporteure et j'étais président de la mission à l'information, nous avons pointé plusieurs choses qui nous semblent absolument, qui doivent être corrigées. Premièrement, l'éducation prioritaire n'est pas identifiée comme une politique publique spécifique au sein du ministère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans la LOLF de programme éducation prioritaire. Nous avons fait avec Mme Carrel grosso modo la somme grosso modo, hein, puisqu'on n'a pas des éléments comptables, si je puis dire, la somme des budgets affectés, ça tourne autour de 9 milliards. Le surcoût de REP est calculé par la Cour des comptes à 2,5 milliards, mais l'ensemble de la politique revient à 9 milliards. Bon, avec une somme pareille, sur un budget de 62 à peu près, cela mériterait, je pense, une organisation politique, c'est-à-dire cela mériterait déjà qu'il y ait un portage politique par le gouvernement. Il a existé des secrétaires d'État à l'éducation prioritaire, mais ça a toujours été tout à fait, comment dirais-je, éphémère. Ensuite, il faut un programme, il faut donc, dans l'organisation de la DGESCO, une structure dédiée, un service, je pense. Hein, et puis surtout, l'intérêt de la chose, ce serait que le ministre serait obligé de rendre compte de cette politique à l'Assemblée nationale et au Sénat, au Parlement, donc, ce qui n'est jamais fait. Donc nous avons fait notre mission d'information au sein de la commission des affaires culturelles et éducatives, c'est très bien. Mais enfin bon, ça n'a pas le même écho que si dans l'hémicycle, le ministre vient présenter les résultats d'une politique publique à l'Assemblée nationale, premièrement. Deuxièmement, ce que nous avons marqué comme en dehors du fonctionnement interne de l'éducation prioritaire, nous avons marqué qu'il y avait un grave problème de coordination des politiques publiques au niveau de la ville précisément. Nous avons reçu des sous-préfets villes qui manifestement n'avaient pas une grande idée de ce qui se passait dans l'éducation prioritaire. Et de toute façon, qui eux-mêmes étaient chargés de dépenser au fond des crédits ayant trait au sport, à la jeunesse, à la culture, à la santé, mais de manière totalement autonome, en rendant à chaque fois compte à l'administration centrale dont ils dépendaient. Mais ceci n'était que très rarement coordonné avec l'action éducative à proprement parler. Il nous a semblé que c'était véritablement, en matière de politique de la ville, un défaut structurel, je dirais même, de conception. Donc j'aurais ton avis là-dessus, parce que ça fait quand même longtemps que la politique de la ville existe. Hein. Et bon, on ne voit pas très bien ce que ça produit de global et de coordonné. Donc moi, pour en finir là-dessus, mon idée, moi, ce sera, lorsque nous arriverons aux affaires, non seulement un secrétariat d'État ou un ministère chargé d'éducation prioritaire, mais surtout que sur chaque quartier prioritaire de la ville, il y en a quand même 1500, c'est ça à peu près, hein, il y ait un sous-préfet ou un inspecteur d'académie dédié qui ait la main sur l'ensemble des services et des politiques publiques convergentes sur le quartier. L'ensemble, c'est lui le patron et il les coordonne. Voilà, je t'en prie. Alors ça c'est très intéressant, je ne devrais pas dire ça parce que ça rejoint un peu des réflexions que j'avais. Vous savez, quand j'étais jeune prof au Murau, bonne cité. J'étais dans un collège, 1200 élèves à l'époque. Ce qui était extraordinaire, c'est que quand il avait été ouvert, ce collège, au tout début des années 70 ou fin des années 60, il recrutait la totalité, même des communes autour. Il y avait des petits villages qu'il y avait. Et quand j'y étais nommé, il n'y avait plus que la cité qui était autour. Vous voyez. Et j'avais dans l'idée, parce que bon, le jeune prof, il est toujours dynamique, il fait plein de trucs, et je me disais, c'est quand même terrible de laisser la responsabilité de certaines questions au maire, je vais lire comme je le pensais à l'époque. Il faudrait un commissaire de la République qui a le pouvoir sur tout ce quartier. Aujourd'hui, alors là, on va peut-être être un petit peu en contradiction, Roger, mais
Je pense exactement l'inverse, Oui. c'est-à-dire que dans ces endroits-là, et c'est la logique de l'Est éducative, l'Est éducative, ça prévoit qu'au fond la commune Ouais. dirige, entre guillemets, en tout cas pilote, ne dirige pas, parce qu'il y a des mots en français, hein. Bon, pilote en fait ces territoires pour ces difficultés, en ayant la main sur la totalité des choses. Quand on regarde sur les autres comment dire, services. Moi, j'étais sous-préfet, alors, Ouais, pas longtemps, mais j'ai été sous-préfet, j'ai vu ça de près. Alors, il y a toujours un sous-texte là-dedans, il faut bien avoir ça en tête. En France, l'éducation, c'est géré par les recteurs Voilà. et les ministres. Voilà. Les préfets n'ont rien à dire là-dessus. C'est ça, oui. Les préfets rêveraient, soyons clairs, Ah oui. de choper, et on les comprend, parce que c'est comme Louis XIV. Louis XIV disait, nous sommes fiers de l'abondance de nos peuples. Ah là, vous pouvez y aller, les ducs, il y a du monde. Ouais. Quand vous regardez les sous-préfectures, il n'y a plus personne. Donc, quelque part, vous récupérez cette infanterie, c'est quand même extraordinaire. Donc, ça, faut bien avoir ça en tête. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours Ouais. un petit conflit territorial qu'on Oui, oui. vit et que j'ai vécu plus ou moins, ça Ouais. dépend des endroits, pour les cités éducatives, c'est-à-dire le préfet qui prenait la main, et le recteur qui disait ah, mais non, mais Ah bah. attendez, ça c'est. Ah ouais. Et donc, ça, c'est un vrai sujet fondamental, très français. Il y a des gens qui passent plus de temps à défendre leur précaré qu'à faire leur boulot. Oui. Or, comme tu l'as parfaitement souligné, le vrai sujet là, si on part du principe, puisqu'on a fait un choix avec l'éducation prioritaire d'avoir une approche zonée, Oui. on aurait pu avoir une approche totalement différente, Oui, de oui. dire tiens, ben, on va prendre individuellement les gens, on va regarder la fréquence, c'est un peu ça. Oui, oui. Mais c'est pas vraiment ça, parce que dès l'instant où vous choisissez une échelle territoriale, Voilà, oui. évidemment, il y a des gens qui sont pas dedans, il y a Ouais. des gens qui sont dedans, et des gens qui sont dedans qui sont plus bourgeois que d'autres. Enfin bref. Mais moi, je pense qu'on l'avait fait pour éviter les problèmes idéologiques. On y est, on en parlera peut-être tout à l'heure. L'entrée immigration, elle est évidente. Il faut avoir ça en tête, bien sûr. Donc, bien évidemment, alors pourquoi pas si vous dites, par exemple, il faudrait qu'il y ait une politique identifiée qui existe en tant que telle, c'est vrai qu'il y a eu des secrétariats d'État. J'ai eu moi-même à faire un secrétariat d'État éducation prioritaire quand j'étais donc au pilotage des cités éducatives. Bon, ben, ce qu'on constatait néanmoins, c'est que la main, comment dire, de la secrétaire d'État à l'éducation prioritaire était plutôt limitée. Mais ça, bon, c'est un mouvement général. Bien sûr. Il y a Batignolles Ouais. qui intervient. Moi, j'étais comment dire, en tant que conseiller d'un cabinet ministériel, on voit bien qu'aujourd'hui, et je pense que c'est pire que ça a été autrefois, où là, la main, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on obéit à ce qui vient par-dessus. Alors, moi, je suis d'accord aussi sur l'idée qu'il faut absolument qu'il y ait un rendu compte. Si c'est une politique identifiée, territorialisée, qui, dans ce cas-là, serait une logique complète. C'est-à-dire là, on disposerait de tous les leviers sans ces problèmes dont j'ai parlé de précaré. Bien sûr qu'il faut une évaluation. Moi, il y a un élément qui m'épate. Il y a un truc incroyable qui s'appelle APAE. C'est l'aide au pilotage des établissements. C'est un truc auquel on peut accéder quand on est inspecteur, mais personne, alors qu'on devrait être dans un système de data totalement ouvert, Ouais. faut voir la richesse de ces indicateurs. Je ne suis pas certain d'ailleurs que tous les chefs d'établissement, et même peut-être tous les inspecteurs, soient dedans. J'avais ce défaut d'être dedans tout le temps. Vous pouvez faire des tris, des comparaisons. Et là, vous découvrez des choses fabuleuses, enfin fabuleuses et parfois terribles. Un collège dont aucun élève n'a un bac général au bout de 3 ans. C'est-à-dire, pour une corde de troisième, et à l'arrivée, il n'y a pas un bac général. C'est pas l'alpha et l'oméga de la réussite, mais quand même, ça indique des choses. Donc, voilà, bien sûr qu'il y a un problème de coordination. Les cités éducatives, je peux en dire 2 mots. Bien sûr, au Tu es contraire. d'accord. Bien sûr, bien sûr. Alors, au départ, comme je dis toujours, c'est un concept qui résiste un peu à l'analyse. Sauf si on a compris ce que j'ai dit un peu avant. C'est-à-dire qu'on donnait la main au maire, qui devait être volontaire, on donnait des moyens qui n'étaient pas lamentables. Et l'idée, c'était vraiment qu'à l'échelle de ce territoire, on gérait la totalité d'une politique éducative. Moi, j'allais encore plus loin. J'ai fait plein de notes sur ça. Alors, ce qui est amusant, quand vous êtes conseiller, ou là, au niveau où j'étais, j'ai fait plein de notes. Alors, au départ d'une politique, les gens s'y intéressent. Jean-Michel Blanquer, son directeur de cabinet, qui est un homme extraordinaire, il me recevait régulièrement. Puis après, tout ça s'étiole, parce qu'en France, c'est comme ça. Les politiques, c'est bourbonien, on empile des trucs, on supprime rien, enfin bon, bref. Le pari était extraordinaire. Moi, je disais, il n'y a pas de précaré. C'est-à-dire, un sujet scolaire, le maire pourra avoir son mot à dire, et c'est tellement évident. Quand on fait de la carte scolaire du premier degré, on l'a tous fait quand on était d'Azen. Vous discutez avec le maire, mais pourquoi on n'entendrait pas le maire? Et puis, à la limite aussi, dire la vérité au maire. Vous voyez, je suis persuadé, enfin, il y a, alors aujourd'hui,
on avait au départ 60, après 80, aujourd'hui on en a 200. Alors c'est toujours la théorie des 3 tiers, hein. Il y a un tiers super bien, un tiers super nul, et bien au milieu il y a un peu des deux. Puis encore une fois un problème de réalité, quand vous lisez des documents, les programmes d'action, etc., certains je les trouvais excellents, mais quand j'allais sur le terrain je me disais mon Dieu, Il y a c'est rien. horrible, et puis à l'inverse d'autres textes pas terribles et qui se révélaient en réalité extraordinaires. J'ai vu des choses fabuleuses. Donc ça c'est probablement... je ne veux pas dire la seule solution, après on parlera peut-être... Parce que moi je pense que le label, c'est vraiment une approche à regarder de près. Oui. Je pense qu'il y a un noyau de très 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 grandes difficultés. C'est un peu ce que j'avais dit quand vous aviez eu la gentillesse de me recevoir, mais je pense vraiment ça. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un noyau de très très grandes difficultés qui ne doit pas être avec 1000 réseaux, c'est absurde. Et là, ceux-là, ils sont en quelque sorte sacralisés par une liste nationale, parce que là, on sait que c'est très dur. Et puis, il y a une sorte de nuance après, qu'on pourrait laisser à la main des recteurs, sinon des DAZEN, et puis qui permettrait des entrées et des sorties sans que ça crée... Parce qu'il faut voir ce que ça génère dans l'éducation prioritaire, quand vous allez près des personnels et que vous leur dites, bon ben voilà, ça va beaucoup mieux, ça s'est gentrifié, il y a un lotissement qui est à côté, vous ne correspondez plus à l'indice de positionnement social. Voilà. Et là, les gens ont l'impression qu'on leur enlève. Voilà. Ce qui n'est pas faux, parce qu'il y a eu... Ça a été dit dans le rapport, et les gens n'en ont pas conscience aujourd'hui quand on travaille en éducation prioritaire. On gagne bien mieux sa vie. Ah oui, c'est clair. Et donc, si d'aventure... Alors, on peut garder les avantages pendant 3 ans, même si on sort du label, mais les gens ont une espèce de peur millénariste de ce qui va se passer. Mon Dieu, on va nous retirer des trucs. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, pourquoi pas. Mais il faut casser le cadre, de mon point de vue, si on veut vraiment... parvenir à un résultat, c'est-à-dire affaiblir, moi je l'appelle d'une manière un peu étrange, mais c'est le franchissement de la barrière des espèces. Il faut se dire, on s'en fout, l'éduc, ça appartient à tout le monde a le droit de dire, à la limite même, alors pour le coup, l'inspecteur de l'éducation nationale qui s'occupe du premier degré, il a le droit aussi de s'occuper des problèmes de politique de la vie, etc. Il faut rentrer dans un système comme ça, parce que clairement, on n'y arrivera pas. Quand vous êtes dans un bahut, je l'ai été, principal de collège, on m'avait mis dans ma nomination, c'est le collège le plus difficile du département. Quand vous recevez ça, vous dites, ça va être super. La seule option que j'avais pour limiter la violence, etc., c'était d'ouvrir sur le quartier. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait une maison, d'ailleurs l'idée n'était pas de moi, mais on a fait une maison des parents, les mamans passaient des journées dans... Je divisais par 2 les faits de violence journaliers. Vous savez, le soir, les CPE venaient et on faisait... le registre des violences. Et bien on les divisait, j'avais fait la statistique. Bon. Donc voilà. Pourquoi pas. Oui, mais bon, sur la question de la cité éducative, ton idée donc, enfin c'est pas ton idée, c'est le principe, c'est que c'est le maire qui a la main sur l'ensemble des politiques publiques, très bien. Moi, ce qui provoque chez moi une certaine hésitation, c'est justement cette affaire d'élus. Donc évidemment, par définition, je n'ai rien contre les élus, mais j'ai ouï dire que dans certains quartiers, et notamment dans les plus difficiles, notre beau pays, les élus étaient parfois, pour être élus, contraints de passer un certain nombre d'accords avec des communautés séparatistes, n'est-ce pas ? Ceci, y compris des élus de droite d'ailleurs. Il y a eu quelques scandales assez retentissants il y a quelques années de ça. Et donc, j'ai toujours une réticence, je ne me méfie pas des élus en général, mais je dis, un quartier, c'est quand même aussi un équilibre plutôt des forces. Et même si, évidemment, du point de vue des principes, nous ne pouvons pas admettre qu'il y a des communautés, de fait, il y en a. Il y en a, et elles sont parfois très puissamment structurées, notamment les communautés travaillées par l'islamisme radical. Et ce que je crains, c'est que le maire n'ait pas les coups des franches, pour le dire clairement. Alors qu'un sous-préfet ou un inspecteur d'académie, lui, par définition, il a les coups des franches, puisqu'il peut partir du jour au lendemain, être remplacé, etc. Et puis, il n'a pas de clientèle. Alors, c'est peut-être un point un petit peu spécifique, mais est-ce que tu as là-dessus Je pense que là, pour le coup, c'est un clivage fondamental. Soit on dit, comme je le pense moi, mais ça c'est une conviction, encore une fois, il faut la poser sur la réalité et regarder un peu comment on pourrait faire ça, tout en se disant encore une fois que dès qu'on se lance dans une idée de réforme, etc., rassurez-vous, la France c'est un pays où les réformes, il n'y en a pas. Les ducs, c'est la même éduque que 1880. Il y a toujours des profs d'histoire, il y a toujours des chefs d'établissement. Enfin, les permanences sont beaucoup plus nombreuses que l'écume qui change, même si l'écume, c'est le quotidien des gens. Donc c'est vrai, soit on dit, on donne les clés, pour parler vulgairement, au maire, soit l'État, sauvegarde. Mais vous savez, Roger, je pense que
je vais être un peu critique, mais Oui. vous avez des sous-préfets villes, sinon même Ouais. des préfets, qui tiennent compte aussi des rapports de force internes dans Ah les oui. quartiers, etc. Enfin, je pense que ça fait partie un peu Oui. du boulot. De même, un maire. D'ailleurs, on a tous connu Ouais. les histoires Oui. d'associations sportives. C'est ça. On met tous les cyclistes dans Oui. la section socialiste et puis on est élu. Ouais. Donc, après, c'est vrai que la dimension religieuse, pour Mm. dire comme ça, Mm. ou de l'islam, qui est aujourd'hui un problème fondamental, très difficile à gérer, c'est probablement une réalité. Néanmoins, il faut quand même se garder d'avoir une idée. Moi, ce que j'ai compris avec liste éducative, c'est qu'aucune n'était pareille. D'accord. C'était d'ailleurs Ouais. quelque chose de merveilleux, ce concept très compliqué à comprendre. Mm. Quand je faisais des notes, je voyais bien que les cabinets successifs, Mm. ne comprenaient pas ce que Non. j'essayais de défendre. On donnait qu'on aille plus loin dans une politique territoriale où tout le monde travaille ensemble, etc. Donc il y avait vraiment de tout. Mhm. Vous savez, il y a des élus, des maires, ils rentraient dans le système éducatif pour l'argent. Oui. Et donc, on était dans un système inverse de Bon. guichet, une association venait, je me donne 5000, crac, on donnait. Et à Ouais. l'inverse, on avait d'autres qui avaient une vision beaucoup plus intelligente. Ouais. J'en ai vu, et ça, c'est chapeau, c'est-à-dire de faire, par exemple, une révision générale des subventions qu'on donnait aux assos, Ah. et puis de faire un peu le ménage, Ouais. parce qu'on voit des choses, parfois on se dit, c'est pas possible. Ouais. Et donc, voilà, je pense qu'il faut faire très attention. Ça mériterait, pour Mm. le coup, puisque là, à mon avis, c'est un achoppement. Soit on fait un choix comme ça, soit on fait un choix comme ça. Il faut toujours le documenter. Oui. Et ça, on ne sait pas faire. En France, on est très mauvais, Ouais. on documente très mal. C'est, vous savez, il y a un paradoxe que tu connais par cœur, c'est moins on connaît un sujet, plus on a de certitude dessus, Ouais. et quand on connaît un sujet, plus on est nuancé dessus. Oui, C'est une réalité. Oui. C'est-à-dire l'éduc, c'est un monstre. Oui. Oui. Vous savez, moi j'appelle ça la kryptonite, pardon, mais je vais... Oui. Alors, vous connaissez tous Superman, Oui. il est né sur la planète Krypton. Oui. Mais quand il est face à un ennemi, il y a toujours un gars qui vous ramène de la kryptonite, qui la met en face de Superman, et il n'a plus aucune force, il perd tout. Ça, c'est ce que j'ai vécu dans ma carrière tout le temps. Vous amenez, par exemple, une réforme, une politique, etc. Et vous avez toujours dans la masse des gens qui sont en face de vous, un gars qui vous sort le cas individuel, le truc, Oui. qui a pour objectif de tuer ce que vous essayez de faire. Vous voyez, on a vécu ça au début de cette éducative avec le pilote national qui est un type extraordinaire. Ouais. Nous allions faire quasiment les vendeurs. On allait, alors, ceux qui étaient le plus rétifs, c'était les communistes, comme souvent. Ouais. Parce que l'idée de l'élu communiste, c'est qu'on nous retourne des moyens, Ouais, l'État, etc. Il faudrait que l'État paye tout, et c'est d'ailleurs ce que fait l'État, soyons clairs. Et donc, on avait toujours devant des grandes assemblées quelqu'un qui se levait, qui disait « Oui, mais alors les enfants non francophones du quartier machin, vous voyez Oui. Et là, ah mince, ou l'élève autiste qui, voilà, alors bien sûr que ce sont des réalités, il ne faut pas les nier, c'est absurde. Mais vous voyez, ça c'est... Donc, moi je pense qu'il faudrait documenter tout ça. Bon, d'accord. Oui. Mais c'est probablement là, j'ai dit, je le pense sincèrement, qu'il y a de très grosses permanences dans le système éduc et qu'au fond, on n'a jamais vraiment été au fond. Ce que j'ai appris avec Fadela Amara, je salue Fadela Amara, Oui. qui est une femme merveilleuse, courageuse, un étendard. Elle m'a appris une chose, j'étais pourtant vieux, mais elle m'a appris une chose, c'est de casser le cadre quand ça ne marche pas. Et c'est vrai. Et donc, probablement que dans ces quartiers en très grande difficulté, il faut casser le cadre. C'est-à-dire peut-être qu'on pourrait ne pas fonctionner avec le recteur, le DAZEN, le machin, et de même avec le préfet, le sous-préfet, le ville, machin. Peut-être qu'on pourrait inventer un système de projet avec un contrat, comme tu l'as dit, avec une évaluation. Peut-être une évaluation externe qui soit plus objective. Oui, moi je rêverais d'un corps d'inspecteurs, un peu sur le modèle de l'Ofsted anglais, là, où là, hop, c'est des... Parce que, au moins, on est sûr qu'ils soient objectifs. Et puis, bon, c'est des anglo-saxons. Nous, on est des latins, on est sur un truc complètement différent culturellement. Mais voilà, moi, je pense qu'il faudrait documenter tout ça, pour pouvoir faire des choix. Alors, dans la politique de la ville, il y a également un nouveau phénomène ou un alien, un étranger, c'est sur les quartiers de reconquête républicaine. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que moi, l'appellation, je la trouve plutôt intéressante en termes de volontarisme politique, mais elle peut être vécue très différemment par les endroits, par les lieux où elle s'applique, puisque ça laisse supposer qu'effectivement la République n'est plus chez elle dans ces territoires-là. Alors, est-ce que tu as eu à suivre cela? Et est-ce que ça s'articule avec les REP ou avec
les cités éducatives. Alors, moi, j'ai pas. Alors, évidemment, hein, gérant les cités éducatives, en partie, puisque là, on travaille avec la politique de la ville, hein, CGET, etc., avec les différentes dénominations. Alors, nous, on a eu, enfin, nous, en tout cas, la mission nationale a eu affaire au quartier de reconquête républicaine uniquement lorsqu'on a fait une extension et qu'on a décidé, pas nous, de mettre systématiquement une cité éducative dans les quartiers de reconquête républicaine. Je dois avouer, personnellement, mais là, moi, je suis soumis à l'autorité, quand vous êtes un fonctionnaire, vous mettez en œuvre la politique du gouvernement, quel qu'il soit. Il faut être clair avec ça. Il faut souvent le rappeler, parce qu'on a affaire à parfois des gens. Moi, je sers l'État, mais pas le gouvernement. Désolé, un gouvernement, des politiques, on est fonctionnaire, on met en œuvre la politique du gouvernement, ou alors on change de métier, on sort de là. Donc, on nous a dit, il faut que tel et tel endroit. Alors là, c'était quand même on tordait un peu le concept, puisqu'il n'y avait pas de volontariat. C'était un système qu'on donnait comme ça, qu'on appliquait à ces quartiers qui étaient repérés pour toutes sortes de difficultés, d'ailleurs souvent des problèmes sécuritaires. Et c'est dit dans le rapport, et c'est très vrai, il y a quand même un petit sujet stigmatisation. C'est-à-dire, il y a des élus, ils disaient quand même, on nous montre du doigt et on nous dit, bon, allez hop, vous allez nous faire une cité éducative parce que ça ne va pas chez vous. C'était quand même... Alors je ne sais pas, je pense que là encore, il faudrait évaluer, je suis pas un spécialiste des QRR, ça fait probablement partie, malheureusement, de toutes ces annonces qu'on fait, les unes après les autres, pour démontrer qu'on agit, parce qu'il y a un problème, enfin, vous connaissez ça par cœur, mais qui est très français. Voilà. Effectivement, moi je suis d'accord avec toi, là ça fait partie de cette espèce de procédé que l'on constate dans ce gouvernement, notamment, depuis Emmanuel Macron, qui consiste à user d'un vocabulaire martial, viriliste presque. Reconquête républicaine, quand même, ça claque. C'est comme le sursaut d'autorité, ou l'exigence des savoirs, ou le choc des savoirs, ou qu'a-t-il dit encore Attal récemment? Ah oui, la République contre-attaque. C'est vraiment l'Empire contre-attaque. Ouais. Et ce vocabulaire amphigourique, plein d'emphase, etc., masque, à mon avis, une parfaite vacuité dans l'action, ou en tout cas des hésitations profondes. Comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui, même en Nouvelle-Calédonie, où rien n'a été prévu pour empêcher les émeutes. Et donc, reconquête républicaine, ça sonne bien, c'est une belle marque, c'est un bel emballage, mais ça a été démenti l'été dernier par les émeutes que l'on sait, où les enfants, les écoliers et les collégiens, ont brûlé, ont incendié parfois leur propre école, leur propre collège, la bibliothèque municipale, la crèche, enfin bon. Et donc ça signifie que la reconquête républicaine a parfaitement échoué. Et donc c'est là-dessus que je voudrais qu'on s'entretienne maintenant, c'est la politique, tu l'as rappelé, de l'éducation prioritaire voulue par Alain Savary, dans les premiers textes que j'ai lus comme toi bien sûr, était très claire. Il s'agissait, et c'était une sorte de compensation sociale, de réparation sociale, et d'assimilation des enfants, des immigrés récemment arrivés dans les années 70, et il n'y avait aucune espèce de honte à dire que nous voulions, à l'époque, assimiler ou intégrer les enfants d'immigrés à la société française. Ça gênait personne de dire ça. Aujourd'hui, c'est presque un gros mot, et on est presque un raciste quand on dit que c'est absolument indispensable. Et donc voilà, nous voici au cœur du problème. Ce que nous avons marqué dans le rapport avec Mme Carrel, surtout moi je veux dire, c'est que la question de l'intégration et de l'adhésion aux valeurs républicaines, et puis même au savoir, j'allais dire au savoir-vivre, tu vois, au vivre ensemble, dirons-nous comme Renan, mais en fait aussi au savoir-vivre, aux règles élémentaires de la civilité chez nous, en France et en Occident, et tout ça a complètement échoué. Et ça n'est jamais évalué, et ça n'est jamais d'ailleurs enseigné non plus, parce que ça peut s'enseigner. Et donc là, moi j'ai le sentiment un petit peu inquiétant et un petit peu angoissant, que l'échec de la politique d'éducation prioritaire, il est surtout là. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons laissé s'enquister une subculture, une contre-culture communautaire dans certains de ces quartiers, pas tous, Dieu soit loué, et pas à des niveaux d'intensité différents, mais nous avons laissé faire cela parce que en parler du point de vue professionnel dans le monde éducatif, c'était, je cite, faire le jeu de l'extrême droite. C'était interdit d'en parler, puisque c'était un thème d'extrême droite, paraît-il. Sauf que maintenant, c'est absolument pas un thème d'extrême droite, c'est un thème national et même européen, puisque par exemple, je diverge un peu, pardon, mais les Pays-Bas viennent de signer un accord de gouvernement où la question migratoire est centrale, où ils vont pratiquement tout arrêter. Bon, donc je veux dire, c'était soi-disant une lobby
une lubie. Une lubie d'extrême droite, maintenant c'est devenu un problème national et international européen. Donc, revenons-en à notre affaire. Que penses-tu de l'échec de l'intégration et de l'assimilation? Penses-tu d'abord qu'il y a échec? Faut-il nuancer sans doute ce constat? Je t'en prie. Alors, je pense que c'est vrai, aujourd'hui, il y a des mots interdits. Ça paraît dingue, mais c'est vrai. Et moi, je me souviens au début de ma carrière, j'avais trouvé une formule de Kojève, tout le monde a oublié Alexandre Kojève, mais qui disait que l'assimilation, c'était le cœur même de l'égalité. Donc, c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, vous dites ça, ça passe pas. Et comme beaucoup de choses, moi, je constate quand même avec le temps, c'est peut-être une réflexion de pensionné, mais il y a toutes sortes de choses qu'on pouvait dire auparavant qu'on ne peut plus dire. Donc ça rend le débat extrêmement difficile. Alors les émeutes récentes, moi j'ai alors là pour le coup comment dire, un témoignage personnel. J'étais pour les cités éducatives à Avignon la veille du début en quelque sorte de ces émeutes. J'avais vu des choses extraordinaires, des mamans qui étaient là, un directeur d'école exceptionnel, un gars qui venait du privé. Moi j'aime bien les gens qui ont été d'abord dans le privé et qui rentrent après dans l'éduc, ils amènent une sorte de culture qui pour le coup rassemble un peu comment dire, l'obligation de résultat, je vais le dire comme ça. Alors, bien sûr, moi, ce qui me fascine toujours, c'est qu'est-ce qu'il y a comme lame de fond dans l'éduc, quels sont les grands mouvements qui interviennent et qui font qu'au fond ça évolue, est-ce que ça évolue vraiment, quelles sont les nouveautés. Là, on voit bien que cette histoire d'assimilation, on va dire, c'est un truc contre lequel on tourne toujours. À la limite, je vais dire une horreur, mais si au lieu de prendre l'IPS, on prenait ce qui est interdit en France, des statistiques comme plein d'autres pays anglo-saxons, canadiens, j'en passe des meilleurs, religieuses, tout ça. Ils font, combien de personnes qui viennent du Mali, combien viennent d'Algérie, ça serait quand même relativement simple. Et je suis certain, je fais le pari, que si on appuie sur un bouton et qu'on faisait cet après-là, on aurait en gros la carte, plus ou moins, la carte de l'éducation prioritaire. Alors, est-ce qu'on a échoué? Encore une fois, très compliqué parce que ça, c'est une histoire encore de rapport à la réalité. On trouvera des cas extraordinaires de... Enfin, moi, comme sous-préfet, j'ai fait des séances de naturalisation, on faisait une petite cérémonie, c'était fabuleux de voir la variété des gens qui étaient là et qui avaient envie d'être français, c'était merveilleux. Là, je pense que quelque part, c'est la clé, c'est-à-dire que... Je vais vous donner une petite anecdote perso. Quand j'étais au cabinet de Xavier Darcos, on reçoit toujours plein de gens. Et moi, j'étais en charge de l'éducation prioritaire. Vous voyez, je suis abonné depuis que je suis petit à l'éducation prioritaire. Et donc, déjà, quand vous êtes en cabinet, il y a toujours plein de gens qui vous sollicitent, etc. Et là, c'était une sorte d'association qui faisait, vous savez, des panneaux pour qu'on baladait dans les établissements, etc. Les panneaux étaient tous sur une critique soit direct, soit indirect, du système français, de la France. La discrimination, les gens qui étaient assignés, etc. Au point qu'à un moment, j'ai dit à ces jeunes gens, écoutez, il n'y a pas un truc qui pourrait dire que la France c'est bien, juste un truc. Vous savez, je suis un ancien prof d'histoire, quand on voit dans le passé des gens venus d'ailleurs qui sont devenus français, alors je pourrais vous citer Félix Éboué, Salvorgnan de Brazza, etc. Il y en a des centaines, il y a même des livres qui ont été faits. Blanchard, Pascal Blanchard, que j'ai connu, a fait un livre très intéressant sur ça. Vous voyez, moi ce qui me laisse pantois, c'est peut-être là où il y a le plus grand échec. On ne peut pas assimiler les gens si on leur dit du matin au soir que le pays où ils sont, qu'ont choisi leurs parents ou même eux-mêmes, c'est un truc horrible. Il y a un moment, enfin, les gens de la Troisième République, ils n'avaient pas ces problèmes-là. Et dans les débats qu'on peut avoir sur l'intégration, sur l'assimilation, moi je dis souvent, historiquement, on a loupé un certain nombre de coches, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on regarde le cas d'Algérie, par exemple, vous vous rendez compte qu'en 1870, on a donné la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie, on ne l'a pas fait pour les indigènes. Erreur totale. Parce que comme je le dis toujours, là, je peux vous assurer que la théorie de l'assimilation à l'époque, la République, elle ne se posait pas de questions, ça serait réglé. Vous voyez, il y a des choses comme ça. La marche des beurs, on a foiré le truc, ça n'a pas marché. Alors que là, c'est la première fois qu'on voyait apparaître les gosses de première, deuxième, troisième génération, que ça a débouché sur quoi? Enfin, je pense que il faut faire... Enfin, vous savez, quand vous allez aux États-Unis, les gens sont fiers d'être américains. Bien sûr. Vous voyez, il y a des drapeaux partout. Là, si vous venez avec un drapeau bleu, blanc, rouge dans certains quartiers, on va vous dire raciste et tout. Il y a un moment où vous vous dites, c'est quand même étrange. Mais voilà, moi je pense que oui,
on a probablement loupé plein de trucs. Je vous cite une dernière anecdote qui, moi, m'a marqué. Dans le cadre des cités éducatives, je dirais pas où, mais on a assisté à une présentation d'action, comme ça se fait souvent. Et il y avait là des avocats qui, moi je trouvais ça super, qui, avec des gosses de lycée, apprenaient l'éloquence, etc. C'était un truc merveilleux parce que c'est un petit sujet sur le français, la manière de parler, etc. Ouais, un petit Je sujet. crois que quelque part c'est pas mal. Et là, il nous montre l'élève qui avait gagné, et la vidéo, c'était une jeune avec un voile, et le sujet de sa conférence qui avait fait qu'elle avait gagné, c'était Mon voile, ma liberté. Aïe. Eh ben, moi, je peux vous assurer que je me suis dit. Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'est encore Oui. plus génial parce que là, on était un certain nombre de gens. Ouais. Moi, j'ai toujours dit ce que je pensais, pardon, Ouais, hein, bien sûr, ce que parfois d'ailleurs ça m'a un peu coûté, mais peu importe. Il faut être dans ses convictions, c'est la vie. J'ai tout de suite soulevé la question de la loi de 2004, quand même. Bien Disons, sûr. est-ce que cette jeune fille a été informée qu'il y a Informée. une loi qui, Oui, qui quelque a- part, etc. Donc ça a généré un peu J'imagine. de troubles. Ah oui. Mais c'était quand même, vous voyez, ça c'est, pour moi, alors en même temps, c'était une cité éducative admirable, extraordinaire. Alors pour le coup, par rapport au sujet que nous avons tout à l'heure de gestion de territoire, c'était, il y avait un principal de collège, c'était Oui. fantastique. Le gars, il se baladait avec un truc là, Ah ouais. et il était en contact téléphonique, permanent avec toute la- c'est vrai incroyable. Et là, il y a eu ce truc, ce qui démontrait que Ouais. dans cette cité quand même quelque Oui. part exemplaire, Oui, oui. on pouvait avoir des trucs bizarres. Oui, 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 tout à que fait. moi, auquel je ne souscrivais en aucune Absolument pas, manière, bien sûr, bien et que sûr. je trouvais très grave et scandaleux. Oui, il y a un bien- moment, bien sûr, bien sûr. il y a la loi, et l'assimilation passera par ça. Il faut aimer son pays. Voilà. Si on est là, il faut l'aimer. Ah oui. Et il faut qu'il y ait des éléments pour l'aimer. Parfaitement. Quoi de plus beau que l'histoire de France? Bien Je sais sûr. pas, moi. Oui, oui, effectivement. On l'oublie, on est là sans cesse. Alors vous êtes des colonialistes, etc. Oui. Et je regrette, parce que je le vois régulièrement, des enseignants qui ont ce discours-là. Bien sûr. Régulièrement. Bien sûr, c'est là- c'est de la détestation de soi, de la haine de soi. Vous savez, quand j'étais prof au Muro, pour y revenir, je disais aux gamins qui est né en France, alors j'avais quasiment que des enfants d'origine étrangère, alors ils levaient tous la main, alors, je disais, bah, vous êtes tous français, alors certains me disaient, bah non, moi je suis marocain, comment ça, t'es né où toi? Bah, je suis né à Poissy, ah bah donc t'es français, ah bon? Et c'était que des trucs Oui, comme oui, ça, oui. et voilà, il faut, quoi de plus beau qu'être français? Vous savez, quand vous allez à l'étranger, Oui. c'est un débat qu'on a déjà eu tous les deux, Oui. moi je suis frappé par l'amour que les gens ont de la France. Bien sûr. Et donc là, je me dis, c'est quand même incroyable, il y a un moteur là. Oui, oui, Le moteur, il est là. C'est vrai. Je pense d'ailleurs que beaucoup de problèmes qu'on a de terrorisme, de machin, de bidule, Ouais. c'est l'histoire d'un amour déçu. Alors on peut pas être d'accord avec cette analyse, bien évidemment, il y a d'autres ressorts, mais c'est un des ressorts pour Oui, moi. oui, tout à fait. De gens qui avaient envie d'être aimés et puis ils ont le sentiment, parce que la France, Oui, c'est comme oui. ça, quoi, on fait pas Oui. de cadeaux. Mais la France, il n'y a pas de règles, on peut être très bien. C'est Oui. pas comme l'Allemagne. Ouais, L'Allemagne, ouais. tout le monde est pareil. Ouais. Tout le monde réagit pareil. En France, vous pouvez tomber Ouais. sur des gens sympas, vous pouvez tomber sur des gens pas sympas, c'est comme ça. Moi, je regrette ça, vous voyez, de dire sans cesse la France c'est génial. On pourrait avoir cette approche-là, mais on l'a pas. Ben non, on l'a pas. À l'étranger, souvent, nous avons une image assez lumineuse. Oui, Hein, alors que ça fait penser aux églises. Les églises de village qui sont illuminées de l'extérieur. Ça, c'est la France vue de l'extérieur. Et puis, quand on pousse la porte de ces beaux édifices, eh bien, l'intérieur est froid et sombre. Donc, c'est un petit peu ça. Ça pourrait être une sorte très juste. d'image. Voilà. Bon, mais je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on... Oui, oui, oui. Les profs ont peur. Je voulais qu'on parle de ça pour finir. On a à peu près encore... on a encore quelques minutes, bien sûr. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire, ce bouquin. Jean-Pierre Aubin, tu sais, l'auteur du rapport de 2004, a publié un livre l'année dernière, Les profs ont peur, où il explique en fait que dans nos établissements, notamment en REP, mais il ne dit pas qu'en REP, bien sûr. Au contraire, l'intérêt de sa thèse, c'est qu'un phénomène qui était marginal en 2004 est devenu général, banal, en 2024. Donc en fait, la montée d'une sorte de subculture islamique dans les établissements, y compris dans certains établissements UP, portés par des élèves qui sont sous influence, sous emprise, quand ils ne sont pas eux-mêmes radicalisés, a produit des effets, surtout après le double assassinat là, de Samuel Paty et de Dominique Bernard, produit des effets dans la psychologie du corps enseignant. C'est-à-dire que certains sujets ne peuvent plus être abordés alors qu'ils sont évidemment au programme. Tu vois bien de quoi je veux parler, la Shoah, les croisades, etc. Mais pas seulement, la littérature, la musique, le sport, enfin bref. Et donc Aubin dit, les profs ont peur. Et il le prouve, parce qu'il y a eu un certain nombre d'études conduites par des instituts de sondage
qui montrent que l'angoisse chez les enseignants est largement plus importante que ce qu'en disent les statistiques officielles, puisque les statistiques officielles reposent sur des signalements, sur des systèmes de signalement électroniques, renseignés tous les jours ou toutes les semaines par les chefs d'établissement. Et Aubin dit, en fait, pour avoir la vérité, pour approcher plutôt de la vérité, il faudrait multiplier d'un facteur 100 les signalements, 100 quand il va fort, le nombre de signalements officiels. Donc Aubin, en fait, décrit une situation assez cataclysmique. Il dit, en fait, on ne peut plus tout enseigner à tout moment et à tout le monde. J'ai un peu de mal avec Aubin, moi, pour toutes sortes de raisons, peut-être même parfois personnelles, parce que moi je l'ai connu comme inspecteur. Hein, d'accord. Mais bon, rien par rapport à moi, mais bon, je l'ai vu. Voilà. J'ai un peu de mal à comprendre son entrée, son angle. Vous voyez Alors, là où il a totalement raison, et je pense que ça, c'est quand même quelque part, je vais dire, historique, terrible. Vous enseignez et vous pouvez mourir d'enseigner. Est-ce qu'on a déjà eu un précédent de cet ordre? Oui, ça a dû arriver, tomber sur des élèves fous en lycée. Oui, bien sûr, mais ça c'est là, fait divers. On est pareil. quand même dans un lien avec ce que les enseignants représentaient ou disaient et leur propre mort. Il y a quelque part un truc qui est quand même de l'ordre de... Vous savez, moi j'ai souvent l'habitude de dire qu'on est un pays un peu fou. Et quand on regarde certains modes de gestion, on se dit on est dingue en France, c'est pas possible. Mais là, moi je me mets à la place d'un jeune enseignant. C'est des débats que j'ai souvent avec des collègues de mon âge, évidemment. Dans ma carrière, j'ai rencontré plein de gens quand j'étais astic, quand j'étais prof, etc. J'ai gardé des liens. C'est très intéressant de parler de ça, y compris des gens qui sont des laïcs. J'ai un ami qui a été directeur d'école, etc. Voilà, c'était pour moi, le républicain le plus total, c'est quelqu'un qui, jusqu'à sa retraite, travaillait avec une blouse. Vous voyez, genre. Oui, c'est ça. Un type extraordinaire, avec des règles, des machins, c'était les corrections, les trucs. Voilà. Lui-même reconnaît qu'il y a quand même, on ne peut pas évacuer la peur. La peur, alors, si vous êtes fort dans votre tête et de vos convictions, vous le faites. Moi, j'ai souvenir que quand je faisais l'histoire en 5e, dans ces établissements un peu difficiles, il y a l'islam. L'islam, les élèves, ils sont musulmans, mais ils ne connaissent strictement rien à l'histoire de l'islam. C'est d'ailleurs très complexe. Le Coran, c'est un texte sans contexte, on ne sait pas trop. Il y a des influences chrétiennes, juives. Quand vous dites Mahomet était marié avec des chrétiennes, des juives, les gosses me disaient c'est pas vrai, je me suis. Et donc très très compliqué d'expliquer qu'il y a même des versets du Coran qui viennent directement d'autres religions. Et quelque part, l'islam avait une espèce d'idée de rassembler tout ce qui déconnait chez les autres religions et d'en créer de nouvelles. Moi, je me mets à la place des profs. C'est sûr que si vous abordez ce genre de questions, il y a intérêt à être armé culturellement, je veux dire comme ça, et puis aussi d'avoir un certain courage, de se dire je défends la République, etc. Mais vous vous rendez compte le saut aujourd'hui dans un pays où, là, le fait divers terrible de ces agents de la pénitentiaire qui ont été ignominieusement assassinés, je me mets à la place d'un agent, et j'en ai entendu un à la radio dire on ne fait pas ce métier pour être tué. Mais alors pour les enseignants, c'est puissance 1000, ça. On ne fait pas ce métier pour être tué. Alors, je ne sais pas ce qu'en sont les statistiques de Jean-Pierre Aubin. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça. Et après, il y a encore une fois toutes sortes de degrés. Il y a probablement des gens qui ont tellement la trouille qu'ils n'abordent pas carrément le sujet. Il y en a d'autres qui l'abordent en étant un peu nuancés. Puis il y en a d'autres, je l'espère, qui posent les principes. Parce que ce dont je suis certain, c'est que plus vous êtes ferme sur ce que vous défendez, et plus ça passe. Alors là, il n'y a pas d'erreur. Hein. Et on a parfois, moi j'ai vu des CPE, des gens incroyables, qui disaient, qui défendaient ce qui devrait être l'objet même de... Alors pour le coup, si on est sur des valeurs, les valeurs de la République, s'il y a un endroit où elles doivent être acquises, regardez, avant... je reviens souvent au maître de la Troisième République, mais ils n'avaient pas d'état d'âme, les gars, c'était comme ça. Moi, j'ai connu des vieilles dames qui étaient institutrices en Algérie, avec la colonisation, etc. Elles me disaient, mais tous mes élèves, 50 élèves en CP, pas un parlant français, dans la Berbérie, machin, et les gosses savaient tous lire à la fin de l'année. Ils me disaient, mais alors comment vous faites, vous, avec votre éducation prioritaire? C'est vrai, c'est difficile. Mais voilà, je pense que... Mais comment on construit ça? Alors, je ne veux pas avoir l'air trop pessimiste, mais c'est un vrai boulot, ça, c'est très très compliqué. Il faut de la constance, tu l'as dit. Toutes les politiques, alors on avait parlé d'éducation prioritaire, mais moi je suis fasciné par ça. Alors, il y a des permanences monstrueuses.
comme je dis toujours, il y a des agrégés, machin. D'ailleurs, c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Dans tous les bahuts, vous avez des gens qui sont certifiés, agrégés, qui ont été soumis à une certaine norme. Je voulais le dire tout à l'heure quand je me présentais, mais on a quand même un truc fabuleux en France, c'est le concours. Le concours atteste d'une norme. Alors, il y a des mouvements profonds dans l'éduc. Moi, je constate, par exemple, que les statuts aujourd'hui sont un peu mis de côté au bénéfice des emplois. On le voit beaucoup sur les DAZEN. C'est-à-dire quelque part. Et si vous êtes sur une théorie d'emploi, vous êtes sur une théorie du choix. Oui, c'est ça. Mais pas forcément d'une norme. Parce que comment on décide que quelqu'un est très très bon, faut avoir des zen, alors je ne veux pas critiquer la manière dont on recrute, mais je pense que ce sont des questions fondamentales oui, tout à fait, oui, parfaitement. À défendre. Oui, tout à fait. Non, mais ça c'est clair. Qui sont... Puis pour finir, parce que je pense que là il doit être 3 minutes, mais moi je suis frappé d'une chose quand même, ça c'est de l'ordre de l'actualité. On disait que souvent, devenir ministre de l'Éduc, c'était très dangereux pour la suite. Alors on a quand même des exemples, qui on l'a été. On a eu quand même un certain nombre de gens qui ont un destin, on va dire, encore que pour François Fillon, peut-être plus complexe. Mais là, je suis frappé d'une chose, c'est que là, Gabriel Attal a été très peu de temps ministre. Il a posé un certain nombre de choses, et je te rejoins, qui sont globalement de l'ordre de la com et de l'effet d'annonce, avec des choses qui touchent de plein fouet, pourtant des trucs de ce machin qui change tout le temps, avec des permanents. Je donnerai 2 exemples. On a, au bout de 20 ou 30 ans, et là tu as bien connu le sujet, conduit à la réduction des redoublements, par exemple, et la réduction des conseils de discipline, l'exclusion définitive du conseil de discipline. Et là, il a touché plein fouet ces 2 totems auxquels il était. Là, il y a eu une constance dans la politique. Elle a été continuellement suivie. Avant, les gens n'ont pas idée du taux de redoublement qu'on avait. Dans les quartiers, justement, politiques de la ville, ou à l'éducation prioritaire, on avait, je sais pas moi, 70% des gamins qui arrivaient en CM2, ils avaient un an de retard. Parce que les profs les gardaient. Et puis à l'arrivée, l'orientation, c'était pas top. Et donc là, il a touché à tout ça. Et quelque part, et en plus, il a proposé des choses que d'autres avaient proposées avant. Je suis bien placé pour le savoir. Moi, je me suis occupé des internats, etc., de Jean-Michel Blanquer, qui était une idée géniale. On voulait faire une école des roches publiques et tout. C'était fabuleux, ce truc. Et j'en passais des meilleurs. Et puis, il est revenu dessus. Et là, l'opinion a tilté. Ah, c'est vachement bien, il y a de l'autorité, etc. Et ça lui a permis d'accéder à Matignon. Ça, c'est... et après, il va falloir regarder. Alors, ce que je crois que c'est la fin, mais les profs veulent absolument pas. Il faut prendre conscience de ça. Moi, je suis persuadé d'une chose. Si vous ne vous occupez pas des profs, et quand je dis vous occuper des profs, c'est pas faire de la DRH, ces trucs complexes que moi, j'avoue, en tant qu'inspecteur, je n'ai jamais compris. Vous savez, dans le temps, on ne s'occupait pas des enseignants. Quand on faisait une mute, c'était des cartons dans le couloir de l'inspection académique. J'ai connu ça. Voilà, Madame Micheux, je voudrais aller à tel endroit, elle prenait le paquet, vous voulez aller là? Ouais, bon, allez, paf. Aujourd'hui, on a quand même incroyablement amélioré tout ça. Mais, comment dire, les profs, là, moi, je constate une chose, c'est... Vous savez, on trouve ça dans plein de métiers aujourd'hui, les médecins, les policiers. Il y a quand même un sacré malaise. Et pour l'éduc, le malaise, il est massif. Et donc, peut-être, ça peut être encore une fois une proposition gratuite qui n'aura probablement aucune chance jamais d'être réalisée. Il faut s'occuper des enseignants. Mais quand je dis s'occuper des enseignants, c'est le faire à fond, c'est-à-dire... qu'est-ce qu'ils veulent? Vous voyez, c'est de l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on est dans un système incroyable. Normalement, les gens qui devraient parler pour l'éduc, c'est les parents. Bien sûr. Moi, je dis toujours, pas de parents, pas d'élèves, on n'est pas là. C'est sûr. Or là, on est dans un système étrange où c'est les profs qui décident. Vous voyez, quand vous voulez faire une réforme, normalement, les parents devraient dire « non, on n'est pas d'accord » ou « oui, on est d'accord ». Là, non. Dans l'éducation prioritaire, je vous fais grâce des blocages qu'on peut avoir. Mais en tout cas, s'occuper des profs. Vous voyez, moi, je disais, parfois... pourquoi ne pas résumer une politique éducative uniquement aux enseignants? Vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays. Moi, je regarde, on a eu, dans le cadre des cités éducatives, des contacts avec le Canada. Alors, c'est fabuleux, le Canada, parce qu'ils parlent français, mais comme on n'a aucune référence, c'est très bizarre. C'est Pierre Thibaudot, il fait ça, machin, et ils appellent ça des centres de service. Des trucs qui sont une sorte de circonscription. Ils marchent par projet, ils mettent les moyens, ils s'occupent, enfin, il y a vraiment, alors, nous, on est français, donc on doit faire avec notre culture. Et la culture française, c'est un truc béton. On n'est
pas des Canadiens, on n'est pas des Finlandais. Hein. La Finlande, c'est quelques arrondissements de Paris. Oui. Moi, ça me fait marrer quand on dit le modèle finlandais. Ah bon, c'est quoi? C'est comme si on faisait le 15e. Enfin bref, passons. Mais voilà, je pense que vraiment s'occuper des enseignants par des modalités qui ne sont pas celles qui existent aujourd'hui. Et si le meilleur service à leur rendre aux enseignants, c'était de les laisser travailler. Oui. Parce que moi, je commence aussi, j'y réfléchis dans la perspective de 2027, et je me dis, bon, on a fait de la DRH, on a fait de la GRH, on a des DRH, on fait des trucs. Et en fait, le corps enseignant est entré, malgré tout cela, dans une sorte de dépression collective. Insatisfaction massive. Donc là, je vois, bon, pour prendre au passage à la volée l'affaire des groupes de niveau, ça a été fait en dépit du bon sens. Je l'ai dit à la ministre dans l'hémicycle, elle a piétiné la notion même d'autonomie des établissements en disant vous allez faire comme ça, ce sera 2 groupes, je ne sais pas pourquoi 2, pas 3, pas 4, on ne sait pas, un à 24, l'autre à 15, on ne sait pas pourquoi, à 16 ou à 14, enfin, tout ça, ça n'a pas de sens. Il faut laisser les gens, ce sont des professionnels, ce sont des cadres, c'est des gens qui ont fait de longues études et qui connaissent leur métier, et donc le simple fait de les brutaliser, enfin de les caporaliser, c'est vécu comme une brutalisation. On leur dit vous faites ça, 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 ça. J'ai vu que pour les redoublements, ça a été rétabli par décret. C'est pourquoi pas par une loi organique tant qu'on y est, mais je veux dire, c'est débile. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai hâte de voir ça, les bouchons qu'on va avoir. Exactement. Comment on va gérer ça? Non, mais en plus, c'est une façon de faire de la politique qui est antinomique avec la pédagogie, avec l'action éducative. C'est de la pure politique, c'est-à-dire que c'est en effet de l'affichage qui a trouvé incontestablement un écho dans l'opinion publique. Ça c'est sûr, hein, puisqu'il a tapé juste au bon fascinant. endroit au bon moment. Ça, il faut lui reconnaître ce savoir-faire politique à Attal. Simplement, ça ébranle profondément le système éducatif. Les gens ont l'impression qu'en fait, on ne les considère pas parce qu'on leur dit ce qu'ils ont à faire. Et donc maintenant, on arrive dans une situation qui est dangereuse du point de vue politique, c'est-à-dire qu'il y a un front du refus qui est en train de se produire, de se cimenter dans les établissements, y compris, et là c'est très dangereux, avec des personnels de direction qui disent nous, on ne veut pas, on ne sait pas faire, certains allant jusqu'à dire de toute façon nous on ne veut pas faire, ce qui est vraiment là, et de l'ordre pratiquement de la sédition, j'exagère, mais tu vois bien ce que je veux dire. Les établissements, c'est des saints laïcs qui font absolument tout ce qu'on leur dit. C'est la clé du système. Voilà, c'est la clé du système, voilà, c'est les officiers et les sous-officiers de la Première Guerre mondiale, c'est eux qui tiennent le système. S'ils commencent à dire non, on ne le fera pas, c'est pas bon signe, ça veut dire que le ministère a raté quelque chose. Et donc, moi, dans la perspective de 2027 pour le gouvernement de Marine Le Pen et Jordan Bardella, je travaille à ça et je réfléchis. Je me dis, on va sans doute réformer profondément le système éducatif pour le débarrasser de toutes ces scories et le ramener à l'essentiel. Mais il y a une chose qu'on affichera d'emblée, c'est enseignants, travaillez. On vous laisse travailler. Travaillez. Tu sais, j'ai eu la chance de connaître un vieux monsieur au début de ma carrière, qui était le créateur de la FCPE, le jour oublié, la Fédération Cornet. Oui. Ah oui, extraordinaire. Ah Seigneur. Qui s'appelait Louis Desbordes, un type à l'ancienne, quoi. Et il y a eu un moment, les gens l'oubliaient, mais quand il y a eu 1974, on a cru que la gauche allait gagner. Oui. Lui, il était complètement là-dedans. Ouais. Évidemment, il était, parce que les gens ne le savent pas, mais c'est le syndicat des instituteurs Oui, qui a créé. bien sûr, c'est la CENI, oui. Tout ça est lié, ce qui explique beaucoup de choses de ce que j'ai dit sur les parents. Et il disait qu'il avait été sollicité pour intégrer un fait, parce qu'ils avaient préparé les ministères, etc. Et il disait, la première mesure qu'on prendra, c'est on ne fera rien. Et je trouve ça tout à fait intéressant parce que moi je vois je connais plein d'enseignants. Moi je suis frappé de cette espèce d'insatisfaction, le front du refus un peu. Hein. Oui. Et là les gens votent par exemple, j'ai interrogé une jeune fille, jeune femme, professeure que je connais très bien, de très près. J'ai dit mais bien sûr. Pas absolument. Et pourquoi tu fais pas le pacte, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et elle m'a expliqué que c'était strictement. Alors c'était pas idéologique du tout, pas sur ce mode-là. Elle était, moi je suis prof principal dans 2 classes. Enfin tout un travail énorme qu'elle a à faire parce que ça s'est multiplié. Et elle dit j'ai pas le temps de faire ces choses-là. Et franchement. Après, on peut entrer encore une fois dans les histoires de l'utopie, des réformes, etc. C'est vrai que on peut très bien imaginer que des établissements soient plus autonomes. À partir d'un contrat, on embaucherait les gens en fonction du projet d'établissement en éducation prioritaire, le projet de réseau, qui devrait mieux être écrit, parce que parfois, vous les regardez, c'est la copie. C'était un peu l'idée de Darcos, tu te souviens? Oui, tout à fait. Et je trouve que c'était pas mal, mais il faut évidemment la sortir d'une possibilité. C'est que si on ne respecte pas le contrat, on sort.
on s'en va. Voilà. Vous voyez, ça, c'est des éléments qui aujourd'hui ne sont pas du tout dans le mode de fonctionnement. Mais moi, je suis frappé par l'insatisfaction. Je ne sais pas comment on peut la résoudre. Peut-être probablement, quand tu viens de le dire, en arrêtant. Parce qu'il y a en même temps un discours, c'est ça qui est dingue. Le discours est sur l'autonomie, la rupture. Vous savez, l'idée que tout le monde peut tout faire, le C peut faire de l'enseignement, l'enseignant, il peut faire de la vie scolaire. Et vous voyez, il y a un peu ce discours ambiant. Moi, quand des jeunes me demandent de préparer des concours, je leur explique ces mouvements-là. Il faut qu'ils l'aient en tête parce que c'est la vulgate inspecteur, machin, c'est ce qu'ils ont en tête. Et en même temps, jamais, je le pense sincèrement, jamais ça a été aussi directif. Et en plus, ça s'accompagne d'une espèce de floraison des postes à l'échelon rectoral, etc. Moi, par exemple, des endroits où il n'y avait que 4 inspecteurs EVS, par exemple, une académie que je connais bien, aujourd'hui je crois qu'ils sont 6 ou 7. Les mêmes choses sur les adjoints des DAZEN, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois les inspecteurs d'académie, on en a rajouté 1 et 2, je ne sais pas combien ils sont en Seine-Saint-Denis, mais je ne sais pas combien. Et donc il y a une espèce de, tu vois, de bourgeonnement qui ne conduit évidemment pas à favoriser ce que tu as dit juste avant, c'est-à-dire qu'on lâche la grappe aux enseignants. Ce qu'il faudrait, c'est leur dire, les gars, qu'est-ce qu'on veut? C'est que l'orientation des élèves s'abonne et que les compétences, on a fait ça, tu sais, le parcours curriculaire, machin. Mais ça, c'est la clé fondamentale. On devrait leur dire, les gars, si vous faites vos cours. Vous savez, moi j'ai un souvenir d'un prof de maths, un type extraordinaire, extrême gauche, machin, syndiqué. Quand l'inspectrice est venue l'inspecter, elle est revenue un peu effarée. Elle me dit, mais monsieur le principal, c'est bizarre. Monsieur machin, il fait pas le programme là, pas le programme d'avant, mais le programme d'avant. Extraordinaire. Mais les gosses avaient des bonnes notes, ils réussissaient, ce gars il restait là le soir. Je lui ai dit pitié, ne faites rien. Elle était charmante, elle n'a rien fait. Vous voyez, ça fait partie peut-être de ce qu'on devrait faire, je ne sais pas. En tout cas, c'est une... Enfin, l'éduc, ça fait partie de notre culture, de la République. C'est pas un truc indifférent, mais c'est quand même un gros machin. Comme tu dis, difficilement. Absolument. Bon, mon cher Thierry, je te remercie infiniment pour cet échange. Ça a été un vrai plaisir, un vrai bonheur d'échanger avec toi, puisque nous sommes des collègues et que nous avons déjà sévi ensemble dans cette grande maison. Ça a été un bonheur de te retrouver maintenant et puis de pouvoir parler aussi non seulement de la situation actuelle, mais un petit peu aussi de l'avenir de l'éducation nationale. Merci beaucoup, cher Thierry. C'est moi qui te remercie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. À bientôt.